je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous êtes bien disposés à passer la prochaine heure avec nous, au cours de laquelle nous allons parler, et oui, une fois de plus, de corruption. De corruption à la fois dans nos représentations diplomatiques, de corruption dans notre classe politique, parce que ce sont des vases communicants. Ce sont des vases communicants. C'est l'exécutif et le législatif, hélas, qui nomment nos consuls, nos ambassades, et on va voir sur la base de quels critères, quand critères il y a. Et quand le législatif et l'exécutif nomment des consuls, des ambassadeurs, on va voir qu'ils le font dans une perspective de corruption. Et les gens qui sont nommés comme ministres, ministres conseillers, qui sont nommés comme consuls, qui sont nommés comme chefs de mission, en général, ne reçoivent aucun énoncé de mission, ils ne reçoivent aucune lettre de mission. Et ils arrivent là, ils comprennent rapidement qu'il y a déjà un système de raquette qui est établi et ils ont deux choix. Soit de rester propres, auquel cas ne font-ils pas long feu, ou alors de faire comme tout le monde et ils contribuent où ils collaborent à cette machine, cette grosse machine de corruption. J'ai des chiffres à partager avec vous ce matin, j'ai des dates, j'ai des faits à vous présenter. Avec le travail qu'on fait, heureusement pour nous, tout le monde nous parle parce que ces chiffres-là, s'il n'y avait pas des gens qui travaillaient à l'intérieur de la machine et qui acceptaient sous le sceau du secret de nous les livrer, eh bien, je n'y aurais pas accès. Mais précisément parce que ces gens-là décident que ça change, mais ils me fournissent des infos que je vais partager avec vous. Et vous allez voir, les amis, à quel point notre pays n'est pas pauvre, il est appauvri. La pauvreté alléguée d'Haïti, c'est une pauvreté qui est lucrative.
je suis conscient de l'oxymore. Comment une pauvreté peut-elle être lucrative? Eh bien, je vous le dis, c'est une pauvreté lucrative. La pauvreté d'Haïti enrichit un certain nombre de gens qui prennent plaisir à ce que le pays soit présenté comme étant le plus pauvre, qui prennent plaisir à ce que le pays soit présenté comme étant instable, parce que ça aussi, c'est une business. Les gens parlent du capitalisme du désastre. Quand on parle de désastre, il ne faut pas penser seulement au tremblement de terre, il ne faut pas seulement penser aux catastrophes naturelles. Le désastre ici réfère aussi à une pauvreté entretenue, parce que la pauvreté d'Haïti, c'est au fait une industrie lucrative. Et je disais, tandis qu'on prend plaisir à présenter Haïti comme le pays le plus pauvre de l'hémisphère, un pays qui n'arrive même pas à fournir à sa propre police de l'équipement, en sorte que nous sommes obligés d'accepter, tels des indigents, une dizaine de motocyclettes que la France accorde à notre police pour l'aider à faire son travail. Entre-temps, vous avez des consuls, de simples agents consulaires qui, en moins d'un an, deviennent millionnaires. Vous avez des chefs de mission qui restent en poste, contrairement à ce que veut la coutume diplomatique, qui restent en poste au-delà de 3 ans, qui restent au-delà de 5 ans, parce que leur maintien en poste et le maintien de leurs femmes en poste, n'est-ce pas, leur permettent, le maintien de ces gars, le maintien de leur épouse, le maintien de leur maîtresse, eh bien, cela leur permet de s'enrichir à coups de millions en très peu de temps. Et on a même eu accès au compte bancaire d'un chef de mission, au compte bancaire de son épouse, à ses comptes de dépenses. Et nous avons eu accès à certains chiffres d'un ancien ministre des Affaires étrangères. Et vous comprendrez vers la fin que quand on dit d'Haïti qu'il est un pays pauvre, c'est faux. Haïti a une population appauvrie, mais le pays en soi n'est pas pauvre. C'est un pays où se brasse beaucoup d'argent. C'est un pays où on s'enrichit facilement et rapidement. Et vers la fin, vous aurez compris que si le pays est dans l'état où il se trouve, c'est parce que ce pays-là, dès le début de son histoire, subit, selon mon expression dans le livre Haïti, miroir d'une société en décomposition, ce pays-là, cette population-là, subit un triple hold-up. Un hold-up politique. C'est pour ça que les gens, même s'il y a de l'insécurité, même s'il n'y a pas de confiance de la population, même s'il n'y a pas de participation populaire aux élections, les politiciens veulent toujours des élections parce que ça nourrit le hold-up politique. Mais ce hold-up politique n'aurait pas été possible s'il y avait en même temps un hold-up du savoir. Donc il y a un hold-up du pouvoir, le premier hold-up. Il y a un hold-up du savoir. On empêche les gens d'aller à l'école. Les frais scolaires sont très élevés. L'État se désintéresse de l'éducation. Vous avez une école qui est aux mains du secteur privé à près de 80%, sinon plus. Et il y a, troisième hold-up, un hold-up des avoirs. Hold-up du pouvoir, hold-up du savoir, hold-up des avoirs. Vous notez que, tandis qu'on dit qu'Haïti est un pays pauvre, mais il y a toujours des gens qui s'enrichissent dans toutes les circonstances, qui s'enrichissent de toutes les façons, qui s'enrichissent sans vergogne, qui s'enrichissent surtout dans l'impunité. Les noms que je vais vous citer là ne sont que la pointe de l'iceberg. Il y en a qui sont dénoncés par le FBI, mais je vous le dis, ils ne seront pas inquiétés. Ils vont continuer à mener une très belle vie en Haïti pendant quelque temps. Après, le système va les envoyer ailleurs où ils vont continuer à s'enrichir.
c'est la République sans sanction, comme aime à le dire notre ami Edzer Émile. Et donc, si vous voulez que ce pays change, vous n'avez pas le choix. Vous devez chasser cette classe politique qui organise le hold-up du pouvoir. Vous devez chasser cette oligarchie qui maintient le hold-up, qui nourrit donc le hold-up de l'avoir, et vous devez, pour ainsi dire, foutre un coup de pied dans le système qui organise ce hold-up du savoir. Donc ce triple hold-up du pouvoir, hold-up de l'avoir, hold-up du savoir, ça maintient la population dans la pauvreté et en même temps ça enrichit toujours le même groupe de politiciens, le même groupe d'oligarques. Posez-vous la question, un pays qui fait autant de millionnaires et si facilement des millionnaires, pourquoi sa population est encore analphabète à plus de 60%? Un pays qui produit autant de millionnaires sur la misère, parce que c'est un pays créateur de misère et créateur de richesse, hein, les deux vont ensemble. Pendant qu'on crée de la misère, on crée de la richesse. Les créateurs de misère, ce sont en même temps des riches. Et j'ai des exemples tellement renversants à vous présenter ce matin. On n'aura pas le choix, les amis. Si on veut qu'Haïti change, et il faudra qu'Haïti change, il faudra chasser par le bois calé les politiciens qui s'enrichissent sur notre dos. Il faudra chasser par le bois calé les gens d'affaires qui mettent en place et qui maintiennent ce système sur le dos de la population. Et il faudra aussi rompre les relations avec des pays malveillants qui se font passer pour des pays amis, qui sont au courant de ces actes de racket, qui sont au courant de ces actes de malversation, qui sont au courant de ces actes de détournement de fonds publics, mais qui laissent faire parce que ces fonds-là sont investis dans leur pays. Donc vous notez qu'il y a là des vases communicants. Pourquoi les pays qui se disent déterminés à combattre la corruption acceptent-ils que les politiciens haïtiens investissent leur argent chez eux? Mais ils auraient pu tout simplement saisir ces sommes-là, les confisquer donc et les remettre à un gouvernement haïtien plus propre, plus vertical, plus nationaliste, plus patriote. D'abord, ils ne veulent pas qu'il y ait un gouvernement incorruptible, un gouvernement patriote, un gouvernement nationaliste. Non, la business de la corruption, elle est internationale. Les corrompus reçoivent toujours moins que les corrupteurs. Et comme disait Jacques Chirac, si les corrompus sont chez nous, les corrupteurs sont souvent à l'étranger, au département d'État, au Quai d'Orsay ou ailleurs. Donc c'est une business très lucrative pour les nationaux, un petit groupe de nationaux haïtiens, mais pour des internationaux, en sorte que on est au courant qu'ils sont corrompus, on est au courant qu'ils sont des pervers, mais on leur permet de continuer à investir chez eux parce que ça développe leur pays. Longue introduction, tout un sujet à aborder avec vous, des faits, des chiffres à vous présenter, et je vais le faire dans une perspective historique. Comment ces malversations dans nos relations diplomatiques ont-elles commencé? Quand est-ce qu'elles ont commencé? Et surtout, quels sont les chefs de gouvernement, quels sont les chefs d'État qui ont favorisé ce système de racket? Qu'est-ce que ça leur a rapporté? Et vers la fin de l'émission, nous allons toujours nous poser la question, mais que faire? Comment changer ce système corsaire? Comment changer ce système plantationnaire? Comment changer ce système de capitalisme du désastre qui continue d'appauvrir la majorité et qui enrichit les mêmes groupes? Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui kidnappent nos avoirs et ceux qui kidnappent le savoir.
Restez là, je vous veux éveiller. Vous connaissez déjà le rituel de l'émission. À ce stade-ci, je vous invite à vous offrir tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. Du thé, du café, du chocolat chaud. On a des choses à se dire. Vous serez frustré, vous serez indigné, vous serez en colère, oui. Et vers la fin, vous devez vous dire comment faire en sorte que cela s'arrête dans le pays de Jean-Jacques Dessalines et dans Ténor Firmin. Merci de votre assiduité à cette émission. Merci de votre écoute. On se retrouve après la pause que voici. À tout à l'heure. Opération Grâce pour Haïti, le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance qu'a frappé pop conscience aujourd'hui pour une pote collée dans la renaissance de la nation haïtienne. Plan d'action, c'est un projet jardin agriculture dans 7 départements géographiques pays, ouest, centre, Atibonite, nord, Nip, sud, sud-est. 7300 citoyens capables de bénéficier d'une activité rentable. Projet a coûté 52 millions de gourdes, équivalent à 425 000 $ US. Participation par an, c'est by $1 par semaine, soit $52 par année, avec participation 1 million haïtiens, fonds ça capable de récolter pour la réussite de ce projet. C'est un véritable cadeau pour 219e anniversaire indépendance pays d'Haïti. Pour participer activement à la projet SILA, on soit bas contribution Paul, il est 908 560 2017. 908 560 2017. Ou capable de visiter tout site internet Opération Grâce for Haiti.us. Opération Grâce for Haiti.us. Ou capable de contribution online. Avant la pause, on s'était promis de parler de corruption. Pas de corruption dans tout le pays, dans tous les secteurs du pays. Cela, on passerait l'année à le faire. Mais de la corruption dans nos représentations diplomatiques. Faisons attention. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une perspective historique quand on aborde un sujet. Vous pouvez avoir l'impression, la très fausse impression, que les représentations diplomatiques d'Haïti ont toujours été une espèce de foyer de corruption, une espèce de foyer de détournement de fonds. Non, faisons attention à cela. Et c'est pour cela qu'il faut, répéter, toujours avoir une perspective historique des choses. Et si vous voulez bien comprendre l'histoire des relations diplomatiques d'Haïti, je vous recommande, n'est-ce pas, ce livre en plusieurs tomes de l'historien Jean Descoradin qui a produit, n'est-ce pas, une histoire diplomatique d'Haïti en plusieurs tomes répétés. Et vous verrez que cette cocoratisation de nos relations diplomatiques. Attention, n'allez pas chercher le mot cocoratisation dans le dictionnaire français, vous ne le trouverez pas. Cocoratisation, c'est une façon très imagée par la population haïtienne de parler du nivellement par le bas. Quand l'haïtien vous dit que la politique a été cocoratisée, que les relations diplomatiques ont été cocoratisées, que notre système éducatif a été cocoratisé, que la culture haïtienne a été cocoratisée, que les valeurs haïtiennes ont été cocoratisées, eh bien l'haïtien dit tout simplement que tout ce qui se fait en Haïti a été nivelé vers le bas. Et la cocoratisation dans le créole très imagé de l'haïtien parle d'un nivellement vers le bas, mais d'un nivellement vers le bas-fond. Cocoratisation de la politique, cocoratisation de l'école, cocoratisation des médias, cocoratisation de nos relations diplomatiques. Et donc, je disais que si vous aviez la fausse impression que nos relations diplomatiques ont toujours été cocoratisées, non, vous vous trompez vraiment. Parce que jusqu'à tout récemment encore, nos chefs d'État accordaient une très grande importance aux relations diplomatiques d'Haïti. Au fait, bien avant même la naissance de ce pays, pensez à un Toussaint Louverture, dont j'ai écrit une biographie. Toussaint Louverture accordait une importance, on ne peut plus, ma foi, sérieuse
aux relations diplomatiques de la colonie de Saint-Domingue, au moment où il en fut un général des armées, au moment où il va en devenir le gouverneur. Et donc, bien avant d'être devenu gouverneur de la colonie, Toussaint Louverture connaissait l'importance des relations diplomatiques pour défendre les politiques, sa vision de la chose, pour défendre, n'est-ce pas, sa vision du vivre ensemble. Aussi n'a-t-il pas hésité à demander au gouverneur de l'île d'alors, à Lavaux, qui fut son ami, qu'il considérait comme un mentor, mais français de son état, aussi n'a-t-il pas hésité, dis-je, à lui forcer la main, pour ainsi dire, afin qu'il aille défendre à Paris sa vision politique de Saint-Domingue. Parce qu'il savait qu'un État naissant une colonie a besoin de bons défenseurs en matière de diplomatie. Ce pays-là a besoin de bons représentants dans les lieux de pouvoir internationaux. Et là, il a dit à Lavaux, il n'y a personne d'autre qui puisse défendre mieux que vous les intérêts de Saint-Domingue à Paris. Il n'y a personne d'autre qui puisse mieux comprendre ma politique, ma vision du vivre ensemble entre les Blancs, les mulâtres et les Noirs que vous. Et là, je vous demande d'aller nous représenter dans l'Assemblée des députés, n'est-ce pas, à Paris. Et Lavaux a compris que Toussaint Louverture était on ne peut plus sérieux. Donc, Toussaint Louverture accordait une très grande importance aux relations diplomatiques d'Haïti. Après Toussaint, il faut aussi parler, et avant même de parler de Dessalines, de Christophe, etc., et même de Pétion, mais il faut rester encore à l'époque de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture avait ses propres représentants auprès du président américain John Adams. Et grâce à une relation diplomatique menée avec habileté, menée avec art, menée avec savoir-faire, imaginez, au Congrès américain, on a voté une clause qu'on appelle la clause Toussaint. Qu'est-ce que c'est que cette clause Toussaint? Mais c'est une clause qui permettait, à un moment où les États-Unis semblaient placer un embargo sur le commerce avec la colonie domingoise, eh bien, on a voté une clause Toussaint grâce à laquelle, eh bien, on faisait commerce avec le Saint-Domingue de Toussaint Louverture. On lui vendait des armes, on lui achetait, n'est-ce pas, des produits, et cela permettait à Toussaint Louverture de protéger le territoire et de se défendre contre les ennemis tant de l'extérieur que de l'intérieur. Autant dire, si vous pensez que nos relations diplomatiques ont toujours été cocoratisées, c'est-à-dire que nos relations diplomatiques ont toujours été nivelées vers le bas-fond, détrompez-vous, nos chefs d'État, au contraire, ont toujours eu un sens très élevé de nos relations diplomatiques. Mais après Toussaint, ce fut Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines croyait aussi aux relations diplomatiques d'Haïti. Il ne croyait pas aux relations diplomatiques d'Haïti dans une perspective blancomane. Dessalines n'avait que faire, n'est-ce pas, des Blancs. Il n'en avait pas peur. Mais quand il prenait une décision de politique publique, il s'assurait d'avoir des gens compétents qui puissent défendre ces politiques-là dans les hauts lieux du pouvoir. Vous saurez que Jean-Jacques Dessalines entretenait une correspondance avec le président des États-Unis d'alors. Et ces lettres-là ont été, n'est-ce pas, classifiées parce que le chef d'État américain ne voulait pas qu'on sache qu'il entretenait, si vous voulez, un rapport épistolaire avec le chef de du jeune État nègre, de la jeune nation nègre. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, au moment de l'indépendance d'Haïti, les États-Unis ont encore l'équivalent de 3 à 4 millions d'esclaves nègres. Donc, les États-Unis ne voulaient pas envoyer le message que tandis qu'eux ont des esclaves nègres sur leur territoire, ils entretenaient des relations ne serait-ce qu'officieuses avec le chef d'État de la jeune nation nègre.
aussi ont-ils classifié ces lettres-là, mais l'empereur Jean-Jacques Dessalines entretenait des relations avec les États environnants. Donc, la diplomatie était importante pour nos chefs d'État, nos premiers chefs d'État. Que dire du roi Henri-Christophe, qui avait des relations diplomatiques très cordiales avec l'Empire britannique. L'Empire britannique qui allait, n'est-ce pas, abolir l'esclavage, mais qui, en attendant de le faire, avait de bons rapports, des rapports cordiaux avec Henri-Christophe. Pensez par exemple aux relations diplomatiques que le roi Christophe, le roi bien-aimé Christophe a entretenu avec William Wilberforce, n'est-ce pas, parlementaire abolitionniste anglais. Et on a une très riche correspondance qui illustre l'importance, la très grande importance, l'importance sérieuse que nos chefs d'État, nos premiers chefs d'État accordaient à nos relations diplomatiques. On peut faire un grand saut dans l'histoire et penser à un Anténor Firmin. Anténor Firmin, qui fut à la fois ministre des Finances après avoir été parlementaire, qui fut aussi ministre des Affaires extérieures, comme on les appelait au début du siècle, entendons affaires étrangères. Eh bien, cet Anténor Firmin, l'un des plus grands intellectuels de notre belle histoire diplomatique, tenait tête. Il tenait en respect les États-Unis. Les États-Unis qui, du haut de leur puissance militaire, du haut de leur arrogance, cherchaient à faire main basse sur le mole Saint-Nicolas, eh bien, Anténor Firmin a convoqué tout son savoir sur le droit international, il a convoqué tout son savoir-faire en matière diplomatique pour tenir en respect le très arrogant voisin du Sud. Et vous comprendrez pourquoi les États-Unis, ayant été confrontés à la verticalité, à l'incorruptibilité de Anténor Firmin, ayant été confrontés à son savoir-faire, à ses tactiques en matière diplomatique, comment il a su convoquer d'autres États pour soutenir la cause d'Haïti, les États-Unis ayant goûté à cette verticalité du nègre, Anténor Firmin, celui-là même qui a écrit de l'égalité des races humaines, eh bien, ont tiré leur vengeance en empêchant à plusieurs reprises que Anténor Firmin devienne chef d'État d'Haïti. Ils ont compris que si cet homme n'est que ministre des Affaires étrangères, et à ce titre, il a su nous tenir si éloignés des rives de sa nation bien-aimée, imaginez ce que serait sa verticalité, imaginez ce que serait, si vous voulez, sa tenue, imaginez ce que serait son incorruptibilité s'il devenait chef d'État. Alors les États-Unis ont tout fait pour boycotter les diverses campagnes présidentielles d'Anténor Firmin. Ils lui ont préféré d'autres. Alors, principe d'autodétermination des peuples, on repassera quand les États-Unis aujourd'hui nous crient sur tous les toits qu'ils croient au principe de l'autodétermination des peuples, à moins qu'il ne s'agisse de peuples blancs, de peuples très blancs aux yeux bleus comme les Ukrainiens. Les États-Unis n'ont absolument aucune crédibilité en matière d'autodétermination des peuples, eux qui ont occupé systématiquement tous les pays des Amériques latines. Tous les pays des Amériques latines ont été occupés tour à tour par les États-Unis et parfois jusqu'à 2 fois. Pensez à la République dominicaine. Et donc, quand on parle de l'histoire des relations diplomatiques d'Haïti, ce n'est pas vrai que nos relations diplomatiques ont toujours été cocoratisées. Il y a de grands noms. Des noms qui sont des fleurons de la diplomatie internationale. Et puisqu'on parle de fleurons de la diplomatie internationale, en ma qualité d'historien, je ne saurais ne pas vous parler d'Émile Saint-Lô. Quelle ne fut ma fierté d'haïtien lorsque je suivais un cours en relations internationales, j'ai eu un prof qui aimait à parler d'Émile Saint-Lô. Et lorsqu'il savait que j'étais haïtien, bon Dieu, il avait une grande considération pour moi parce qu'il parlait tout le temps d'Émile Saint-Lô, ce tribun, ce grand orateur.
qui fut dans les premières loges de la fondation des Nations Unies, qui en fut même l'un des premiers secrétaires rapporteurs. Et c'est cet Émile Saint-Lô qui a tenu un grand discours, un discours mémorable sur les vertus de la paix, sur les vertus de la coopération. Donc on ne peut pas parler de nivellement par le bas de nos relations diplomatiques sans faire un accroc à la vérité de l'histoire. Quand on pense à des Anténor Firmin, quand on pense à des Émile Saint-Lô, mais bon Dieu, il faut aussi parler de Jean Price Mars. Ah oui, médecin, ethnologue, diplomate de carrière, conférencier, etc. Celui-là qui a écrit « Ainsi parla l'oncle », eh bien, c'est l'un de nos grands diplomates aussi. C'était un temps où on ne choisissait pas un diplomate, on ne choisissait pas un consul, on ne choisissait pas un ministre conseiller sur la base des relations vaginales, sur la base des relations, comme diraient, n'est-ce pas, les Capois dans notre délicieux créole, sur la base des relations boubounales. Eh bien, c'était encore un temps où on choisissait un diplomate sur la base de ses qualités, sur la base de sa verticalité et sur la base de sa compréhension de la géopolitique internationale. Je pourrais aussi vous parler de Jacques Roumain. Tout le monde le connaît comme un homme de lettres, brillant homme de lettres qu'il fut en vérité. Tout le monde le connaît comme romancier, n'est-ce pas? Les gouverneurs de la Rosée. Mais Jacques Roumain fut aussi un diplomate, un représentant d'Haïti, n'est-ce pas, en terre étrangère. Et là, je pourrais consacrer l'émission à vous présenter ce panthéon. Je pourrais consacrer l'émission à vous présenter ce palmarès, n'est-ce pas, de grands diplomates haïtiens qui ont fait l'honneur de ce pays. Ce n'étaient pas des gens qui étaient choisis en raison de leur proximité avec le chef d'État. C'était un temps où la militance ne l'emportait pas encore sur la compétence. Et ce n'étaient pas des gens qui, en mission étrangère, organisaient un racket pour s'enrichir. C'étaient des gens qui étaient nommés et qui étaient en mission afin de défendre les grands intérêts de la nation. Donc, s'il vous plaît, n'écorchez pas la mémoire des Anténor Firmin, n'écorchez pas la mémoire des Toussaint Louverture, la mémoire de Jean-Jacques Dessalines, la mémoire de Henri Christophe, la mémoire de, ma foi, Émile Saint-Lô, la mémoire de Jean Price Mars, pour ne citer que cela, en pensant que nos relations diplomatiques ont toujours été cocoratisées. Maintenant, la question, c'est quand est-ce que cela a commencé? On va faire un grand saut dans l'histoire pour parler de l'époque jean-claudienne, car la cocoratisation va commencer sous Jean-Claude. Ah oui, vous me direz, ah oui, mais attention, sous Duvalier, il y avait quand même des diplomates compétents, je veux bien, mais sous Jean-Claude, déjà, on a des traces de racket. Sous Jean-Claude Duvalier, déjà, on a des traces de, si vous voulez, de rançon. Tel ministre, puissant sous Jean-Claude Duvalier, nommait tel consul à Montréal, tel consul à Washington, tel consul à Paris, et il disait à ce consul, regardez, arrangez-vous pour charger un petit peu plus pour l'émission du passeport, arrangez-vous pour charger un petit peu plus pour telle procuration, et vous verserez ma part sur tel compte bancaire à Montréal. Au fait, déjà, on sentait la mise en place de ce système mafieux, système dans lequel tel puissant ministre nommait tel consul à Montréal, entre autres, et ce consul-là devait lui payer un pizzo, comme disent les mafiosi. Ce consul-là devait payer à ce ministre, n'est-ce pas, une rançon pour se maintenir en poste. Alors, pour se maintenir en poste, il fallait qu'il charge un peu plus, il fallait qu'il détourne des fonds publics, il fallait qu'il, n'est-ce pas, qu'il sombre dans la falsification de papiers officiels de l'État pour avoir de quoi payer ce pizzo,
cette rançon au ministre qu'il a nommé et se maintenir en poste. Certaines fois, la chose était sûre, Jean-Claude Duvalier rappelait le consul, mais 9 fois sur 10, il n'en était même pas informé, pas parce que Jean-Claude lui-même n'était pas un corrompu, Jean-Claude Duvalier était lui-même un corrompu et un corrupteur, en sorte que ce système de raquettes dans nos représentations diplomatiques, on peut le retracer, on peut en voir les traces, au moins depuis l'époque de Jean-Claude Duvalier. Et ça va aller en décrescendo. Après la chute de Jean-Claude Duvalier, mais les militaires vont placer leurs amis et on va commencer, n'est-ce pas, à faire en sorte que la militance l'emporte sur la compétence. Ce n'était plus le critère de la méritocratie qui était pris en compte, mais c'était que tel militaire puissant voulait placer tel beau-frère, il voulait placer tel frère de telle maîtresse, il voulait placer tel cousin de telle maîtresse, telle cousine, telle maîtresse aussi, en sorte que, comme je le dis, on va voir un système qui va se cocoratiser jusqu'à ce qu'on arrive à l'époque fatidique de Laurent Lamotte. Qu'est-ce qui va se passer sous le régime PHTKiste de Michel Martelly avec Laurent Lamotte comme Premier ministre? C'est ce que nous allons vous expliquer à partir de maintenant. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Avant d'en arriver à l'époque de Laurent Lamotte, pour la vérité et pour l'histoire, il faut dire que pendant la période de Jean-Bertrand Aristide, les 2 Jean-Bertrand Aristide, il y avait déjà des manœuvres de détournement de fonds. Moi, je connais des cas à la représentation diplomatique de Paris, je connais des cas à la représentation diplomatique de Montréal où les consuls, les ambassadeurs, les ministres conseillers menaient une vie princière. Ah oui, un train de vie digne d'un pacha. Parce que le principe de reddition de comptes, principe sur lequel repose l'administration publique, parce que nous n'oublions pas, un ambassadeur, un consul, un ministre conseiller, bref, un représentant diplomatique relève de l'administration publique, c'est un employé de l'État. Et à ce titre-là, eh bien, le principe de la reddition de comptes devrait guider, n'est-ce pas, tous les rapports, tout le comportement de nos diplomates. Mais je vous le dis, déjà sous Jean-Bertrand Aristide, il y avait des détournements de fonds dans nos consulats, dans nos représentations diplomatiques. Mais il n'y avait pas encore un racket généralisé. Il n'y avait pas encore une corruption systématique et sans vergogne. Jean-Bertrand Aristide ayant été renversé, on va avoir à la chancellerie haïtienne Erard Abraham, le général Erard Abraham, et lui commençait déjà à placer des maîtresses dans nos consulats. Il commençait déjà à créer de nouveaux services consulaires. Exemple, c'est sous Erard Abraham, en 2005, dans cette fameuse transition
à la suite du coup d'État des pays malveillants comme le Canada, la France et les États-Unis, qu'on va créer le consulat d'Haïti à Orlando en 2005 avec Erard Abraham. Et notez bien, ce consulat a été créé pour 7 employés. 7 employés avec probablement 3 employés contractuels auxquels on pourrait faire appel aux besoins. Mais la boîte a été conçue pour 7 personnes. Et vous allez voir comment nos représentations diplomatiques vont être cocoratisées. Déjà, on voyait que c'était une tendance décrescendo. Hein. On ne peut pas dire que la tendance, n'est-ce pas, suivait une courbe crescendo, ça allait décrescendo. Et donc, Erard Abraham, en 2005, a créé un bureau consulaire d'Haïti à Orlando qui était prévu pour 7 personnes. Mais déjà, dis-je, on n'était pas nommé sur la base des compétences, on n'était déjà pas nommé sur la base des mérites, puisque nous sommes dans un gouvernement de transition, il faut négocier avec plusieurs secteurs de la vie haïtienne. On retrouvait déjà dans nos consulats, dans nos ambassades, des maîtresses, des enfants de tels ministres qui n'avaient aucune compétence, mais qui étaient placés là pour pouvoir faire des études, n'est-ce pas, aux frais de l'État, au Canada, en France ou aux États-Unis. Bon. Et même si le consulat d'Orlando a été conçu pour 7 personnes, notez bien, avec le général Erard Abraham, on est passé tout à coup de 7 à 13 employés. Vous notez? C'est presque le double là. Un consulat qui était conçu pour 7 personnes et dont la fonction essentiellement consistait, n'est-ce pas, à émettre des papiers, des procurations, à les authentifier, etc., à faire émettre des passeports. On est passé tout à coup de ce même, n'est-ce pas, sous ce même Erard Abraham, de 7 employés à 13 employés. Et au consulat d'Orlando, on retrouverait des proches de la femme d'Erard Abraham, on retrouvait des cousines d'Erard Abraham, on retrouvait, n'est-ce pas, des cousines de sa femme. Donc on sentait déjà le décrescendo de nos représentations diplomatiques. On retrouvait, disais-je, n'est-ce pas, son beau-fils, mais également la sœur de son beau-fils. Donc vous notez déjà que nos représentations diplomatiques n'étaient plus des représentations d'Haïti, c'était déjà des représentations du clan Abraham, puisqu'on passe de 7 employés à 13 employés, et dans ce personnel, on retrouvait la cousine de sa femme, on retrouvait, n'est-ce pas, des gens de sa propre famille, on retrouvait son beau-fils, on retrouvait, n'est-ce pas, la sœur de sa femme. Et donc, c'était une façon pour ce militaire de placer dans ce consulat des amis qui voulaient profiter du beau climat floridien aux frais de l'État haïtien sans avoir à fournir quoi que ce soit comme travail. Sous René Préval, de 2006 à 2011, René Préval n'avait pas la réputation de quelqu'un qui voulait changer le personnel diplomatique. Lorsqu'il est revenu au pouvoir de 2006 à 2011, il n'a pas fait grand-chose dans les consulats, il n'a pas fait grand-chose dans nos ambassades. Mais ce faisant, il péchait aussi par complicité, il péchait aussi par omission. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une règle, il y a une coutume dans les relations diplomatiques, voulant qu'un chef de mission, c'est-à-dire un ambassadeur, ne passe pas plus que 3 ans dans la même représentation diplomatique. Et puisque René Préval ne voulait pas toucher, n'est-ce pas, à nos représentations diplomatiques pour ne pas déplaire à des partenaires, pour ne pas déplaire à certains collaborateurs, ainsi donc des consuls, des ambassadeurs pouvaient passer 5 ans, 6 ans, n'est-ce pas, à la tête de la même mission diplomatique. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que plus longtemps vous restez,
moins de comptes vous avez à rendre et vous êtes devenu, pour ainsi dire, n'est-ce pas, enfin cette mission diplomatique devient, pour ainsi dire, votre chasse gardée, votre fief, vous congédiez qui vous voulez, vous détourniez déjà des fonds, hein, les détournements de fonds, on en trouvait déjà sous le régime de René Préval, même si pour la vérité et pour l'histoire, on ne peut pas dire que c'est René Préval qui a mis en place ce système de raquette. Lui, tout ce qu'il faisait, c'est à peu près ce que Alexandre Pétion faisait. Il dit, écoutez, plumez la poule, mais faites attention à ce qu'elle ne crie pas. Et René Préval, c'est le genre de gars qui joue à l'aveuglement volontaire. Il choisissait de fermer les yeux, il choisissait de fermer les oreilles, il choisissait, n'est-ce pas, de fermer la bouche, ni vu, ni connu, ni entendu. Cela lui permettait de rester au pouvoir, un petit peu à la Alexandre Pétion, ou l'aime des bords, n'est-ce pas, plumez la poule, mais faites attention à ce qu'elle ne crie pas. René Préval va remettre le pouvoir au très contestable, au très détestable, au très corrompu, au très kleptomane, au très kleptocrate Michel Martelly et enfiler tous ses attributs dégradants, il les mérite tous. C'est un enfoiré. Non seulement n'a-t-il pas été élu, il a été choisi à dessein par les pays malveillants que sont la France, le Canada et les États-Unis. Les Clinton l'ont imposé Michel Martelly afin de détourner les maigres ressources du pays vers ce clan Clinton. Et dès son entrée au pouvoir, vous avez eu Laurent Lamotte qui fut ministre des Affaires étrangères, ministre de la coopération internationale. Donc lui, c'est un homme d'affaires qui est arrivé riche au pouvoir. Hein. Il est arrivé millionnaire au pouvoir. Mais il est entré au pouvoir pour continuer de s'enrichir. D'ailleurs, c'était le grand argentier de Michel Martelly. C'est le deal qu'ils se sont passés entre eux. Je vais financer votre campagne, vous serez au pouvoir et moi, je vais contrôler, n'est-ce pas, toutes les recettes de ce pays. Donc, d'entrée de jeu, lorsque Michel Martelly est devenu président et que Conny, le docteur Gary Conny en fut son premier ministre, eh bien, Laurent Lamotte en est déjà large. Comme ministre de la coopération, comme ministre des Affaires étrangères, c'est pour s'assurer que les dons, c'est pour s'assurer d'avoir le contrôle sur les dons, c'est pour s'assurer d'avoir le contrôle sur la nomination des chefs de mission, la nomination, n'est-ce pas, des consuls. Au renversement de Gary Conny n'est resté que quelques mois au pouvoir, Laurent Lamotte allait devenir Premier ministre, mais ce n'était pas facile pour lui parce que déjà, il avait un problème de résidence. La constitution haïtienne est claire quant aux conditions auxquelles il faut satisfaire pour devenir Premier ministre. L'une de ces premières conditions, il faut faire preuve de résidence en Haïti. Laurent Lamotte ne résidait pas en Haïti. Il résidait aux États-Unis, dont il avait et a encore la résidence. Peut-être a-t-il aujourd'hui la citoyenneté américaine. Et pire, comme quelqu'un qui aspirait à la magistrature du pays, enfin à la primature du pays, il n'avait jamais payé des impôts. Et là, lorsqu'on s'est aperçu que cette condition minimale n'était pas satisfaite par l'aspirant Premier ministre, en un jour, Laurent Lamotte s'est présenté, n'est-ce pas, à la DGI et il a payé les impôts pour les 5 dernières années. Années au cours desquelles il n'avait même pas de résidence au pays. Et vous avez compris que la table était mise pour des négociations, la table était mise pour des magouilles. Avec Laurent Lamotte, le partage du gâteau va être clair. Il comprenait qu'il n'avait pas beaucoup d'alliés naturels au Parlement, c'est-à-dire à la Chambre basse des députés et à la Chambre haute des sénateurs. Eh bien, il leur a tout simplement offert de négocier avec eux quelque chose qui relève du privilège présidentiel, la nomination des consuls, la nomination des chefs de mission, c'est-à-dire les ambassadeurs, relève constitutionnellement du chef de l'État, puisque un chef de mission représente l'exécutif. Et là, lui, il a clairement fait comprendre aux sénateurs, aux députés, qu'ils auraient leur part de gâteau s'ils lui permettaient à lui
Laurent Lamotte de devenir Premier ministre, ils allaient pouvoir nommer, eux, les députés, nommer, eux, les sénateurs. Beaucoup d'entre eux savaient à peine lire, hein, c'était des idiots, en plus d'être des corrompus, des enfoirés de première. Donc, ils ont fait ce deal-là avec Laurent Lamotte. Laurent Lamotte leur propose de voter pour lui, pour qu'il soit, n'est-ce pas, avalisé comme Premier ministre. Et en contrepartie, chaque député, chaque sénateur allait pouvoir nommer qui une maîtresse, qui la cousine d'une maîtresse, qui le frère d'une maîtresse, les uns plus incompétents que les autres. En tout cas, la méritocratie vient de prendre le bord. On vient de passer à des années de lumière, loin de la très belle époque des Anténor Firmin, de la très belle époque des Jean Price-Mars, de la très belle époque, que disent encore, des Émile Saint-Lô. Et à titre d'illustration, je vais vous citer le cas du consulat à Orlando. Suivez-moi bien. Sous Errard Abraham, celui-là même qui avait créé le consulat d'Orlando, consulat qui était conçu initialement pour 7 personnes, déjà avec Errard Abraham, on est passé de 7 personnes à 13 personnes, la cousine de sa femme, son beau-fils, la sœur de sa femme, etc. Sous Laurent Lamotte, le même consulat d'Orlando, qui est conçu pour 7 personnes, écoutez-moi bien, on va passer, respectivement sous Laurent Lamotte, de 13 employés à 18 employés, de 18 employés à 30 employés, et de 30 employés à 38 employés, seulement dans le petit consulat d'Orlando. Est-ce que ces gens-là accomplissaient quelque mission que ce soit? Non. Est-ce que ces gens-là avaient quelque mérite que ce soit? Non. Mais c'était le deal que Laurent Lamotte faisait avec, n'est-ce pas, les sénateurs et les députés. Chacun pouvait nommer, n'est-ce pas, où il voulait sa maîtresse, parfois 2, 3 maîtresses, n'est-ce pas, le frère de la maîtresse, la cousine de la maîtresse, parfois les enfants même de ces sénateurs-là qui arrivaient, qui avaient 5-10 000 $ américains par mois de la part de l'État haïtien, qui souvent ne mettaient jamais le pied à ce consulat, qui étudiaient aux frais de l'État et qui en plus étaient payés aux frais de l'État. On est passé de 7 à 13 sous Errard Abraham et avec Laurent Lamotte, on est passé de 13 à 38. Et ce même portrait-là, les amis, on le retrouvait sous Laurent Lamotte dans tous nos consulats. Dans des pays très prestigieux comme le Canada, comme les États-Unis, des pays européens, ou dans des pays qui offraient, n'est-ce pas, le climat en prime, comme à Nassau, Bahamas, etc., les sénateurs et les députés ont, avec la complicité et la bénédiction de Laurent Lamotte, ont littéralement cocoratisé nos représentations diplomatiques. Moi-même, j'ai pour preuve l'exemple très humiliant pour Haïti que voici. Après le tremblement de terre, donc sous le régime de Michel Martelly, avec Laurent Lamotte comme Premier ministre, il y avait une conférence scientifique à l'Université de Montréal. Il y avait l'Association des psychiatres haïtiens et l'Association des psychiatres canadiens qui organisaient un symposium sur le lien entre la santé mentale et, si vous voulez, les discours religieux. Donc, j'étais invité comme l'un des panélistes, comme l'un des conférenciers, et l'État haïtien était invité par le truchement de l'ambassade d'Haïti à Ottawa. Suivez-moi bien, les amis. Donc, l'État haïtien est invité par le truchement de l'ambassade d'Haïti à Ottawa. Bon, le chef de mission ne pouvait pas venir, c'est son droit, allez savoir pourquoi. Il était probablement en tournée ou il était dans une espèce de plaisir boubounal avec l'une de ses nombreuses maîtresses. Allez savoir, je ne sais pas. Et le chef de mission
s'est fait remplacer par l'un des ministres conseillers, tenez-vous bien, une jeune femme de 21 ans. Un ministre conseiller, c'est le deuxième en rang dans une mission diplomatique. Vous avez l'ambassadeur qui est le chef de mission et en dessous de lui, vous avez un ministre conseiller ou parfois plusieurs ministres conseillers qui doivent remplacer le chef de mission à pied levé et qui arrive pour représenter Haïti, une jeune fille de 21 ans qui arrive en jeans. J'étais avec un ami psychologue, le père Eddie Eustache, capois comme moi. Et notre fierté christophienne en a eu pour son rhume. La fille arrivait en jeans, un sac à dos comme une vraie écolière. Elle mâchait sa gomme. Un ministre conseiller qui représente Haïti a une conférence scientifique, un symposium scientifique qui arrive avec son sac à dos en jeans, qui mâchait sa gomme et qui se demandait qu'est-ce qu'elle faisait là, parce que elle avait les deux yeux dans le même trou. J'ai regardé mon ami, le père Eddie Eustache, psychologue de son état, et on s'est dit, Kadena qui est ta PHTK, mais TPI, non. Et ça, c'est une illustration. Et lorsque je me suis informé, je me suis enquis de l'identité de cette représentante d'Haïti, ministre conseiller à l'ambassade d'Haïti à Ottawa, et j'ai appris, sans surprise, que cette fille, c'est la fille d'un puissant sénateur, sous Laurent Lamotte, qui voulait assurer de bonnes études à sa fille aux frais de l'État haïtien, qui voulait en même temps s'assurer que cette fille-là ne paierait pas son appartement et qu'en plus elle aurait, n'est-ce pas, un salaire en américain sans payer les fameuses taxes, les fameux impôts. Alors, le sénateur, a fait nommer sa fille pas comme adjointe administrative, mais comme ministre conseiller, numéro 2, dans une mission diplomatique. Lorsque je me suis informé, mais qu'est-ce qu'elle avait comme compétence, qu'est-ce qu'elle avait comme études, elle n'avait pour toute compétence que son fameux diplôme d'études secondaires, encore là. Fallait savoir comment. C'est ça, les amis, la cocoratisation du pays. Mais déjà, quand un sénateur, quand un député plaçait avec la complicité de Laurent Lamotte sa maîtresse, n'est-ce pas, son second bureau, le fils de sa maîtresse, dans un bureau, n'est-ce pas, consulaire, dans une mission diplomatique, ces gens-là ne faisaient absolument rien. Et vous comprenez que, puisque Laurent Lamotte triplait le personnel dans nos représentations diplomatiques, le budget pour nos représentations diplomatiques triplait d'autant, en sorte qu'aujourd'hui où je vous parle, c'est un budget de 20 millions de dollars américains par mois pour payer des consuls, pour payer des ministres conseillers, pour payer des ambassadeurs qui ne foutent rien. Alors je vous mets au défi de me dire, citez-moi un seul haut fait d'armes d'un diplomate haïtien au cours des 10 ou 15 dernières années, ou au cours des 20 dernières années. Citez-moi, je vous ai parlé d'un ténor Firmin qui a tenu tête aux puissants voisins américains, à l'arrogant américain qui voulait faire main basse sur, n'est-ce pas, qui voulait remettre en question l'intégrité territoriale haïtienne. Mais citez-moi, au cours des 15 ou 20 dernières années, un seul haut fait d'armes d'un diplomate haïtien qui mériterait que l'État haïtien, ça veut dire vous qui vivez en Haïti, qui mériterait donc que l'État haïtien paye 20 millions de dollars par mois pour entretenir ces paresseux et ces parasites. 9 fois sur 10, ces gens-là ne se présentent même pas au bureau. Ou quand ils se présentent, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils font? Moi, je vis à Montréal, il m'est déjà arrivé de me rendre, n'est-ce pas, dans les bureaux consulaires de Montréal, et vous voyez plein de gens qui se marchent littéralement sur les pieds, qui consultent, n'est-ce pas, plus souvent qu'autrement leur WhatsApp pour savoir mais, ce que fait leur conjoint en Haïti, etc. Des gens qui sont payés à ne rien faire.
Ça, c'est un système de corruption qui est mis en place, qui est entretenu, un système de racket qui est entretenu par les parlementaires haïtiens avec la complicité du chef de gouvernement, parce que c'est le deal que Laurent Lamotte avait fait avec eux pour se maintenir au pouvoir. Et donc, quand vous aviez telle femme qui est placée dans tel consulat par tel sénateur, tel député, alors on commençait déjà à avoir des irrégularités dans l'argent qui est perçu pour l'émission d'un passeport. Et, encore une fois, rien d'étonnant, puisque le régime de PHTK, le régime, n'est-ce pas, de Michel Martelly, est un régime de kleptomanes et de kleptocrates. Les kleptocrates, c'est des gens qui dirigent par le vol. En ceci, le PHTK est un régime kleptocratique, mais c'est aussi des kleptomanes. C'est des gens qui aiment voler. C'est des gens qui entrent au pouvoir pour voler et qui le disent. Michel Martelly a dit, écoutez, nous sommes un régime de bandits légaux. Voler pour nous, c'est une valeur. Voler pour nous, c'est une pratique euphorique. Moi, quand je regarde les gars de PHTK, je ne peux m'empêcher de penser à Pablo Escobar. Pablo Escobar, c'était ce fameux trafiquant de la drogue, n'est-ce pas, colombien, qui le disait, qui prenait plaisir à voler, qui prenait plaisir à tuer et à détourner des fonds, à corrompre des fonctionnaires, et il leur donnait deux choix, le dollar ou le plomb. Soit que vous acceptiez d'être corrompu par moi, donc vous travaillerez désormais pour moi, et vous seriez redevable à moi, ou alors c'est le plomb, je vous fais mettre, n'est-ce pas, je vous fais mettre une balle dans la tête. Alors, c'est ce qu'on a retrouvé avec le régime de PHTK. Corruption ou la mort. Corruption ou congédiement. Je connais un ancien ministre sous le régime de Laurent Lamotte qui, une fois, lors d'une cérémonie officielle dans le consulat de Miami ou le consulat d'Orlando, a été invité comme représentant du gouvernement de Laurent Lamotte. Et à un moment donné, donc, il y avait un bal. Et lui, il a demandé une danse à une femme qui a dit, écoutez, non, je ne danserai pas avec vous, monsieur le ministre, parce que j'ai été conduite au bal par mon mari. Et le ministre de lui dire, mais je suis votre patron. Vous accepterez de danser avec moi, autrement vous serez congédié, vous serez licencié dès lundi matin. Et tenez-vous bien, la chose dont je vous parle s'est déroulée le samedi. Le ministre est entré en Haïti le lundi et le lundi matin, la dame a été rappelée. Quelle est sa faute pour avoir refusé de danser avec le ministre? Le ministre des Affaires étrangères sous Laurent Lamotte. Donc vous voyez la cocoratisation, tu danses avec moi, autrement tu es congédié. Et souvent, quand tu invites la femme à danser avec toi dans cette circonstance-là, qu'elle refuse et que tu te mets en colère seulement parce qu'elle refuse de danser avec toi, on comprend rapidement que derrière l'offre à danser, il y avait une autre offre. Une offre boubounale, pour parler comme mes amis du Cap. Michel Martelly a laissé le pouvoir, comme vous le savez, n'est-ce pas, en 2016, et Josler Mepris-Vert va donc opérer son coup d'État sénatorial. Il est président du Sénat, il fait une proposition de sortie de crise à Michel Martelly, il organise soi-disant une élection à l'intérieur même du Parlement, et entre-temps, Josler Mepris-Vert corrompt les sénateurs, les députés, pour qu'ils votent pour lui. Certains recevaient de l'argent pour leur vote, et d'autres ont eu comme promesse, votez pour moi, et vous allez pouvoir nommer qui vous voulez dans les consulats, vous allez pouvoir nommer qui vous voulez dans nos ambassades. Là encore, il faut que je vous raconte, je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire, parce que c'est un pays corrompu jusqu'à l'os. C'est un pays dont la population subit ce triple hold-up, le hold-up du pouvoir, le hold-up du savoir et le hold-up de l'avoir. Josler Mepris-Vert était en train de manœuvrer pour se faire élire,
lors de ce coup d'État, répété-je, parlementaire, et il y avait un groupe de 4 ou 5 sénateurs qui résistaient à ces offres parce qu'ils n'avaient pas offert assez. Vous savez, ces gens-là, ils savent que tout homme a un prix. Si je t'offre 300 000 et que tu dises non, peut-être me faut-il doubler l'offre. Et le chef de ce groupe parlementaire, lors de ces négociations, lui-même, il se trouvait au Canada. Il devait assister, dans mes souvenirs, à la graduation de sa fille. Et le hasard a voulu qu'un ami commun m'invite à un garden party. Et là, je suis allé à ce barbecue chez mon ami, en banlieue nord de Montréal, et ce chef du regroupement des partis, ce chef donc de ce groupe de sénateurs au sein du Parlement, ancien ministre lui-même, était là. Bon, après les salutations d'usage, etc., je le voyais stressé. Et à un moment donné, nous sommes dimanche, nous sommes dimanche, Prévert vient d'être élu et il s'apprête à recevoir l'investiture présidentielle au palais. Et donc ce chef de ce regroupement de sénateurs au sein du Parlement haïtien, tout à coup, gravit l'escalier de la maison de cet ami-là. Il va dans sa chambre pour consulter le compte bancaire de sa femme. Et, quelque temps après, il redevient tout heureux. Bon Dieu. Mais c'était l'euphorie. Il était tout sourire. Et il a dit devant tout le monde, « Ah, mais vous savez, ce Prévert est un homme de parole. » Mais on l'attendait, on l'écoutait, on le laissait parler, personne ne lui a rien demandé. « Ah, mais vous savez, ce Prévert est un homme de parole. J'avais négocié avec lui un certain montant pour... j'avais monnayé le vote de mes 4 ou 5 sénateurs. Et il m'avait promis que le virement serait fait. Et voilà, je viens de vérifier. Le virement a été fait sur le compte de son épouse. Et là, les amis, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. Dans mon souvenir, c'était 700 ou 800 000 dollars américains qu'on a virés sur le compte de la femme de ce chef de regroupement de sénateurs. La cocoratisation. Mais on parle de la corruption dans nos représentations diplomatiques, sous Prévert, dans le consulat d'Orlando. Déjà, avec Errard Abraham, on est passé, vous ai démontré, de 7 à 13. Sous Laurent Lamotte, on est passé de 13 à 38. Maintenant, tenez-vous bien, cœur sensible, retenez-vous, sous Prévert va rester au pouvoir seulement 1 an. Ce n'est pas un président élu, c'est quelqu'un qui était là pour gérer une transition, qui est parvenu au pouvoir des suites d'un coup d'État parlementaire. Mais le deal, c'était, avec les parlementaires, détourner de l'argent comme vous voulez, mais faites en sorte que je reste au pouvoir. Nommez qui vous voulez dans les consulats, dans les ambassades, dans nos missions diplomatiques, pourvu que moi, je reste au pouvoir. Allez savoir pourquoi. Et regardez bien. Sous Prévert, dans le seul consulat d'Orlando, on est passé de 38 employés, nombre qu'on a eu sous Laurent Lamotte. Sous Prévert, le nombre est passé de 38 à 62 employés, les amis. Vous vous souvenez de l'idée initiale? Le consulat d'Orlando a été conçu pour 7 personnes, pour émettre, si vous voulez, des procurations, pour des passeports. Sous Prévert, un gouvernement provisoire d'1 an, gouvernement issu d'un coup d'État parlementaire, il faut le rappeler pour la vérité et pour l'histoire, sous Prévert, on est passé de 38 employés qu'on a eu avec Laurent Lamotte à 62 employés, les amis. Qui retrouverait-on dans le consulat d'Orlando? Les maîtresses des sénateurs, les maîtresses des députés, leurs enfants. Le sénateur Évalière Beauplan, lui seul,
seul le sénateur Évalière Beauplan, à lui seul, il nommait 6 membres de sa propre famille au consulat. Sa maîtresse, sa sœur, sa nièce, sa cousine, même le propre chauffeur, le chauffeur même d'Évalière Beauplan était nommé au consulat d'Orlando. On est passé de 38 à 62 employés dans un seul consulat. Et là, vous pouvez projeter le nombre qu'on a eu dans les autres consulats, dans les autres missions diplomatiques. Exemple à Montréal. Vous aviez des gens qui tout à coup étaient nommés sous privert comme consultants auprès du consul général. Leur rôle, c'était quoi? Conseiller le consul lorsqu'il devait écrire un discours. Parfois, il n'allait pas. Et vous savez combien il gagnait? 10, 15, 20 000 dollars américains par mois. Pourquoi? Pour rien. Et donc, vous voyez que c'est un véritable racket. Les chefs d'État, les chefs de gouvernement ont dit aux sénateurs, aux parlementaires, faites ce que vous voulez dans nos représentations diplomatiques, placez qui vous voulez. Ma seule condition, c'est que je reste au pouvoir. Et donc, puisqu'il n'y a pas de reddition de comptes, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, on va arriver à l'époque de T. Claude Joseph, comme ministre des Affaires étrangères, comme Premier ministre. Avec T. Claude, le racket va être systématique. Qu'est-ce que va faire T. Claude? T. Claude ne laissera plus seulement les sénateurs, n'est-ce pas, les députés nommés dans nos représentations diplomatiques. Il va lui-même placer des gens. Il va placer ses nombreuses maîtresses, il va placer, n'est-ce pas, ses nombreux beaux-frères, il va placer ses nombreux amis, des gens qui ont étudié avec lui et qui ont collaboré aussi au coup d'État de 2004. Et chaque personne qu'il a placée dans nos représentations diplomatiques devait prélever un certain montant qu'elle devait, cette personne-là, lui envoyer à lui. Et pour trouver ce montant-là, il fallait mettre sur pied, n'est-ce pas, un système parallèle d'émission de passeports. Exemple, au Chili, le cousin de Claude Joseph, Gélorme Juste, n'est resté au Chili que moins de 2 ans. Dès son arrivée, il a ouvert une annexe consulaire, il recevait lui-même chez lui des demandes de passeport. Il faisait payer le double aux demandeurs de passeport. Et en un peu plus d'1 an, ce gars-là a empoché 1,4 million € seulement dans l'émission de faux passeports avec de faux papiers. Tu faisais la demande directement à son bureau, à une adresse qui n'est pas celle du consulat. Il empochait de l'argent et il envoyait de l'argent, n'est-ce pas, au passage à T. Claude. Les gens qui empochaient de l'argent pour T. Claude devaient le lui apporter directement d'Haïti et cet argent-là retournait dans des pays comme le Canada et les États-Unis. Vous savez comment l'argent revenait? L'équipe de T. Claude d'ici, sa famille, ses maîtresses, offrait à X ou à Y le paiement d'un billet d'avion vers Haïti, tout frais payé. Et vous deviez rentrer en Haïti 1 semaine plus tard et quand vous reveniez, on vous donnait 10 000 $ cash, parce que vous savez qu'on ne peut pas avoir sur soi, quand on prend l'avion, plus que 10 000 $, et vous reveniez avec 10 000 $, et l'ensemble de ces 10 000 $, n'est-ce pas, était affecté à l'achat de triplex, de building ici, ou de commerce, avec des prête-noms, mais des business de Claude Joseph. L'argent qui était collecté à même les consulats d'Haïti sous T. Claude, avec les gens que T. Claude plaçait, lui permettait d'acheter plein de résidences aux États-Unis, où il a la résidence, et ça lui permet d'avoir les coffres remplis pour faire une campagne digne d'un pays développé. Il est le seul en ce moment à faire campagne. Il parcourt Haïti du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce qu'il a beaucoup d'argent, il corrompt tout le monde. D'où vient cet argent? Cet argent vient de la cocoratisation de nos missions diplomatiques. Et on en vient à parler de Edmond Bouchit. Ah, c'est de l'art consommé avec Edmond Bouchit, il faut en dire un mot.
Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Pour comprendre l'affaire Beauchit-Edmond, il faut remonter à des documents que le département d'État envoyait déjà à la chancellerie haïtienne dès 2021. Le département d'État, donc le siège des relations diplomatiques, le siège des relations étrangères des États-Unis, alertait la chancellerie haïtienne sur certaines irrégularités sur le sol américain en matière de représentation diplomatique d'Haïti. D'abord, j'ai des lettres ici qui datent de 2021, des notes diplomatiques, donc des lettres qui sont envoyées du département d'État vers la chancellerie haïtienne, lettres sur lesquelles j'ai pu mettre la main parce que des amis me les ont transmises. Dans ces lettres-là, le département d'État dit au chancelier haïtien « Nous avons un certain nombre de problèmes avec vos représentations diplomatiques aux États-Unis. D'abord, vous avez des chefs de mission, donc un ambassadeur qui reste au-delà du temps coutumier. Un chef de mission ne doit pas rester au-delà de 3-4 ans. Et s'il reste plus de temps, il faut justifier cela. Mais l'autre problème, c'est que nous avons des gens de votre personnel diplomatique qui ne sont pas de vrais diplomates. Comment? Vous leur donnez des passeports diplomatiques alors qu'ils ne sont pas qualifiés pour avoir le passeport diplomatique. C'est des gens qui détiennent la résidence chez nous. S'ils détiennent la résidence chez nous aux États-Unis, ils ne peuvent pas être des diplomates haïtiens. Il faut qu'ils soient considérés comme du personnel local. Oui, une représentation diplomatique a le droit de recruter des gens sur place. L'ambassade du Canada à Port-au-Prince peut recruter des ressortissants haïtiens, mais ils n'ont pas le passeport diplomatique. Ils font partie, n'est-ce pas, des employés locaux. Mais vous donnez des passeports diplomatiques à des gens qui détiennent la résidence américaine. Et en plus, vous leur conférez le statut de diplomate et ils restent au-delà des 5 ans de la coutume permise. Et là, le département d'État dit, nous sommes très mal à l'aise avec ça, vous devez faire rouler votre personnel, il ne faut pas que ces gens-là restent au-delà de 5 ans, il ne faut pas que votre chef de mission reste au-delà des fameux 3 ou 4 ans. La chancellerie haïtienne, ni vue, ni entendue, ni connue, rien. Entre-temps, Beauchit-Edmond met en place, avec sa sœur, Bettina Edmond, un racket. Que fait Beauchit-Edmond? Il va ouvrir une annexe consulaire d'Haïti et il va y transférer. Il va ouvrir une annexe du consulat général d'Haïti à Maryland et il va y transférer sa propre sœur. Donc, conflit d'intérêts, connaît pas. Il y embauche sa sœur et que font sa sœur et lui? Émettre des passeports haïtiens en dehors des couloirs officiels des missions de passeport. Pour que vous compreniez l'ampleur de la magouille. Tout passeport haïtien qui est produit en dehors d'Haïti est produit à partir de Washington. C'est-à-dire, si vous êtes en Haïti et que vous fassiez une demande de passeport, votre passeport est émis depuis Port-au-Prince. Ou dans les villes où il y a des bureaux du service d'émigration d'Haïti. Mais si vous êtes à l'étranger, nous sommes nombreux à l'être, pas vrai? La diaspora haïtienne est évaluée à 4 millions de personnes. Donc tous les passeports, toutes les demandes de passeports qui sont faites en dehors du territoire d'Haïti, nous sommes 4 millions, ces passeports-là sont émis depuis
Washington. Et on dit, en moyenne, les amis, en moyenne, le bureau d'Haïti à Washington émet pas moins de 10 000 passeports par mois. C'est une source d'enrichissement énorme. Et devant la possibilité de s'enrichir vite, sans reddition de compte, Boschit ne se contente pas d'émettre des passeports à partir de Washington, il ouvre, n'est-ce pas, des annexes illégales avec sa sœur, à partir desquelles il émet des passeports. Et là, dans un contexte où la géopolitique internationale fait en sorte que beaucoup de gens veulent tromper la vigilance des États qui sont impliqués dans toutes sortes de conflits, Edmond Boschit se retrouve dans un marché extrêmement lucratif, en sorte que le département d'État, à la suite d'une enquête, a découvert que Edmond Boschit et sa sœur ont émis des passeports à des Russes, des passeports haïtiens à des Russes. Edmond Boschit a émis des passeports haïtiens à des Colombiens, la Colombie qui a une plaque tournante de drogue. Edmond Boschit et sa sœur ont émis des passeports haïtiens aux Arabes. Mais vous dites, mais comment des Arabes, des Russes et des Colombiens peuvent-ils justifier d'avoir un passeport haïtien? Mais Edmond Boschit, avant de leur donner un passeport haïtien, se donne la peine de leur émettre un certificat de naturalisation haïtienne. Et on payait jusqu'à 15 000 $ pour chaque passeport émis. Le département d'État enquêtait sur Edmond Boschit. Il était au courant de ses manœuvres. Il était suivi. Et bang, n'est-ce pas, à point nommé, au temps marqué, le département d'État déclare Edmond Boschit persona non grata. Au moment où on déclare Edmond Boschit persona non grata, les amis, suivez-moi bien, Edmond Boschit est détenteur de plusieurs résidences aux États-Unis, achetées cash, mais mieux, dans son compte personnel, à Edmond Boschit, il y a 800 000 $ américains dans son compte personnel à lui, et dans le compte personnel de sa femme, il y a 500 000 $ américains. Les amis, si vous continuez de dire que Haïti est un pays pauvre, c'est que vous et moi n'avons sûrement pas, n'est-ce pas, la même définition de la pauvreté. En plus d'avoir des résidences au nom de sa sœur, au nom de ses frères, au nom de toute sa famille, des prête-noms, sur le compte personnel d'Edmond Boschit, il y a 800 000 $ américains. Imaginez un ambassadeur d'un pays pauvre. Je suis sûr que si j'ai accès au compte bancaire de l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, il n'a pas 800 000 $. Si j'ai accès au compte bancaire de Sébastien Carrière, ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, il n'a pas 800 000 $ américains. Imaginez, chers amis, voyez l'ironie. Vous avez des États-Unis qui aident Haïti. Haïti est un pays pauvre, cet ambassadeur-là quémande, n'est-ce pas, l'aide américaine pour sa propre police, pour la police américaine, n'est-ce pas, pour la police haïtienne, pardon. L'ambassadeur d'Haïti à Washington quémande l'aide de l'international pour équiper sa police, mais en passant, en plus d'acheter plusieurs maisons au nom de sa femme, de sa sœur, etc., sur le compte personnel d'Edmond Boschit, dorment 800 000 $ américains et sur le compte personnel de sa femme, 500 000 $ américains. À eux deux, sur leurs comptes, les comptes auxquels nous avons accès, il y a 1,3 million de $ américains. Ça, c'est sans compter les résidences qu'il a achetées avec des prête-noms de sa famille, etc. Et comme pour gâter sa femme, juste avant que le scandale n'ait éclaté, il a acheté une BMW flambant neuve à son épouse. Mais c'est tellement bullshit. Il ne touche pas à son argent. Non seulement, n'est-ce pas, cumule-t-il des sommes recueillies sur le territoire américain, mettant ainsi la sécurité nationale américaine en danger. Les Russes et les Américains sont en guerre par pays interposés. L'enfoiré émet des passeports aux Russes
Les Américains, en théorie, combattent la drogue en Colombie, ils émettent des passeports à des Colombiens. Et en plus de cela, il ne touche pas à son argent parce que l'État haïtien lui paye seulement pour ses dépenses personnelles 5 000 $ américains par mois. Donc vous avez un gars qui, sur le compte personnel, a 800 000 $ américains. Sur le compte de sa femme, allez savoir ce que fait sa femme dans la vie, n'est-ce pas? 500 000 $. Et l'État haïtien lui paye un compte de dépenses de 5 000 $. Alors vous continuez de dire qu'Haïti est un pays pauvre? Le pire, le département d'État déclare Edmond Bochit persona non grata. Il entre en Haïti. Je vous le donne en mille. Dans tout pays sérieux, tout pays qui a la prétention d'être sérieux, que ferait le ministre de la Justice? Il émettrait tout simplement un mandat d'arrêt sur la foi du rapport à lui transmis par, n'est-ce pas, le département d'État. Mais Edmond Bochit entre en Haïti, il n'est pas inquiété, les amis. Il est rappelé, ça veut dire qu'il perd son poste d'ambassadeur d'Haïti à Washington, à la demande de Washington, parce qu'il a été déclaré persona non grata, mais, suivez mon regard, il va couler une vie douce dans ce pays qu'on dit pauvre, et après un certain temps, on va l'envoyer dans une autre mission étrangère à l'OEA, où il va continuer les mêmes magouilles. D'ailleurs, son collègue, son homologue Léon Charles, qui était jusque-là ambassadeur d'Haïti à l'OEA, après avoir contribué à l'assassinat du président Jovenel Moïse, son co-assassin Ariel Henry, travaillant pour l'assassin Michel Martelly, l'a nommé, lui a donné une promotion à l'OEA, lui aussi a été rappelé. Je vous le donne en mille pour quelle raison? Parce que lui aussi est impliqué dans la fabrication de faux passeports pour s'enrichir. Est-ce que ces gens-là font l'objet d'un mandat d'arrestation? Pas du tout. Vous et moi, nous nous indignons comme citoyens haïtiens, mais la ministre de la Justice, Emily Prophète, pour ne pas la nommer, vous savez où elle était cette semaine? Elle rendait visite aux locaux du journal complaisant Le Nouvelliste, qui l'a aidé à devenir ministre de la Justice et depuis quelque temps ministre ministre de la Culture et depuis quelque temps ministre de la Justice. C'est le pays où l'impunité est assurée. Pays pauvre. Un pays où la police n'a pas d'équipement. Un pays où la population n'a pas d'électricité. Un pays où la population n'a pas d'eau potable. Un pays dont la population n'arrive pas à manger à sa faim. Un pays dont la population vit avec moins de 1 $ américain par jour. Vous avez des gens qui s'enrichissent rapidement et impunément parce qu'ils font partie d'une mafia. Ariel Henry ne fait pas de discours sur cette corruption, mais c'est une mafia. Emily Prophète n'a rien vu ni entendu et elle ne dira rien, c'est une mafia. J'ai reçu beaucoup d'autres informations, mais que je ne peux pas livrer dans un format d'émission d'1 heure. Les gens m'envoient plein d'informations, mais ils refusent de parler. Parce qu'ils disent, ah mais vous savez, moi je veux garder mon job, c'est tout le monde qui le fait, docteur Fils-Aimé. Si vous saviez, et là on m'envoie des photos, on m'envoie des extraits de conversation. Il faut foutre un coup de pied dans ce système, les amis. Un autre exemple de corruption dans ce pays. Le 18 mai, ce sera la fête de notre drapeau. Le drapeau, l'entente a été scellée dans l'imaginaire collectif à l'Arcaïe, dans l'Ouest, entre Dessalines et Pétion. Donc le Nord n'a rien à voir avec la fête du drapeau. Écoutez bien. Ariel Henry ne peut pas célébrer la fête du drapeau à l'Arcaïe, site historique du drapeau. Pour quelle raison? Parce que les bandits lui disent non, vous ne mettrez pas les pieds ici. Ce sont ces bandits. Mais il faut qu'il donne l'impression qu'il ne contrôle pas, qu'il n'a pas les moyens de sécuriser sa population. Suivez-moi bien. Il décide d'aller célébrer la fête du drapeau pendant 2 jours, le 17 et le 18 mai. Suivez mon regard au Cap-Haïtien. Suivez bien la corruption. Pourquoi Ariel se sentirait-il confortable dans le Nord? Je vous pose la question, vous êtes intelligent. Se pourrait-il qu'il passe des ententes avec des leaders du Nord? Moïse Jean-Charles, je vous interpelle directement. Vous qui
clamaient sur tous les trois être contre Ariel Henry. Pourquoi Ariel Henry se sent-il si confortable d'aller célébrer pendant 2 jours avec tout son gouvernement la fête du drapeau dans le Nord? Avez-vous fait un deal avec Ariel Henry pour lui permettre d'arriver au Cap et d'y célébrer la fête du drapeau en douceur, sans qu'il n'y ait grabuge? Quel est ce deal, Moïse Jean-Charles? Je vous ai dit que pour Haïti, je n'ai pas d'amis. Mais je vais vous dire mieux. Vous savez quoi? Le Cap est une ville jusque-là tranquille. Des bandits ont essayé d'y entrer, les Capois les ont repoussés, les ont arrêtés et les ont remis aux policiers du Cap. Mais là, vous savez, le Cap est trop tranquille. Il faut embraser tout le pays. Voici le prétexte, je vous le livre. Ariel Henry va arriver avec son gouvernement pendant 2 jours au Cap et il va y avoir la nécessité de sécuriser ces membres du gouvernement. Donc, ils vont arriver avec des gens lourdement armés qui arriveront sous prétexte de protéger le gouvernement. Parmi eux, vont se faufiler des bandits qui vont rester au Cap pour terroriser la population, pour qu'Ariel continue de justifier que j'ai perdu le contrôle de la sécurité de ma population, venez m'aider, et tandis que il continuera de dire mécaniquement qu'il veut des élections, mais on fera le constat qu'on ne pourra pas faire des élections avec un pays, n'est-ce pas, un territoire qui est aux mains des bandits d'un bout à l'autre. Donc, Mounocap, ouvrez les yeux, nous. Pourquoi Ariel se sentirait-il en sécurité dans le Nord? Moïse Jean-Charles, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a un deal entre Ariel Henry et vous? Pourquoi Ariel Henry se sentirait-il en sécurité au Cap pendant 2 jours? Pourquoi les membres de son gouvernement ne craignent-ils pas un Bois-Calais au Cap? Vous devez répondre à la population, Moïse Jean-Charles. Mais de deux, moi je vous le dis, si Ariel Henry entre au Cap avec son gouvernement, le prétexte, c'est d'arriver avec des gens lourdement armés qui vont sécuriser le gouvernement. Parmi eux se trouveront des bandits qui vont rester pour terroriser la population. En sorte que, d'une main, Ariel va dire « Moi, je veux des élections », mais de l'autre main, il organise, n'est-ce pas, si vous voulez, la gangstérisation de tout le territoire national, en sorte que, vers la fin, on fera le constat qu'on ne peut pas avoir des élections d'ici au mois de novembre, et il va rester une autre année au pouvoir. Bois-Calais. Le Bois-Calais ne doit pas être seulement infligé aux bandits qui nous menacent avec une mitraillette. Il faut foutre le Bois-Calais aussi à nos diplomates qui gaspillent, qui corrompent, qui détournent nos maigres fonds, qui s'enrichissent, qui enrichissent leurs femmes, qui achètent des maisons au nom des leurs. Eux aussi doivent être menacés par le Bois-Calais. Chers amis, qui favorise le gaspillage, le détournement des fonds publics dans nos relations diplomatiques? Les politiciens. Pourquoi Ariel et son gouvernement sont-ils si confortables? Et si on profitait du 17 et du 18 mai au Cap pour infliger un Bois-Calais mémorable à Ariel et à toute son équipe? C'est mon vœu le plus profond. Puissiez-vous être vigilants et foutre une leçon mémorable à Ariel et à son équipe dans ce pays de Dessalines. J'espère vous avoir été utile. J'espère surtout que l'émission d'aujourd'hui va susciter une réflexion en vous. Si nous sommes là où nous sommes, c'est parce que notre pays est pris dans un triple hold-up. Hold-up du pouvoir, hold-up de l'avoir, hold-up du savoir. Si Haïti doit changer, il faut foutre le Bois-Calais aux 3 tenants de ces hold-up. Ceux qui font le hold-up du pouvoir, ceux qui font le hold-up de l'avoir et ceux qui font le hold-up du savoir. Bonne semaine, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Vive Haïti, vive le peuple haïtien, Bois-Calais, Pired. Bonne semaine, au revoir.